Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. À la une de ce journal, un 7e ballon d'or pour Lionel Messi, un record absolu. Le premier depuis que l'Argentin a rejoint le PSG et quitté son club historique du Barça. Pour le club parisien, c'est aussi la première fois qu'il verra un ballon d'or évoluer en son sein. La menace du variant Omicron, pas de raison de paniquer pour le président américain. Mais les ministres de la Santé du G7 réunis ce lundi ont tout de même insisté pour une action urgente. De plus en plus de pays instaurent des restrictions de circulation pour contenir la contagion. Et puis des renforts du GIGN et des gendarmes mobiles déployés en Guadeloupe dès ce mardi. Un couvre-feu prolongé jusqu'à jeudi matin. Pour l'instant, une sécurité renforcée et pas de dialogue encore entamé. La réunion entre le ministre des Outre-mer, vous l'avez vu, et l'intersyndicale a tourné court ce lundi. Lionel Messi remporte donc un 7e ballon d'or. Il est le seul joueur au monde à en détenir autant. Benoît Perrochet a suivi cette cérémonie devant le théâtre du Châtelet dans le centre de Paris. Il revenait sur cet impressionnant palmarès de l'Argentin. Ta victoire ce soir. Il est arrivé en famille accompagné de son épouse et de ses 3 fils. Lionel Messi repart de cette cérémonie du Ballon d'Or 2021 avec un 7e Ballon d'Or sous le bras. L'Argentin, plus que jamais dans la légende du football mondial, à 34 ans. Il devance ce soir Robert Lewandowski et Jorginho. Alors s'il n'y avait pas de favori naturel cette année, Messi se détachait un petit peu du lot, notamment grâce à ce titre qu'il a remporté cet été, la Copa América avec l'Argentine, le seul titre qui manquait encore à son immense palmarès. Une annonce accueillie par une vraie clameur ici aux abords du théâtre du Châtelet par les quelques centaines de supporters qui s'étaient donné rendez-vous. Après avoir quitté le Barça cet été, son club de cœur, l'Argentin sera donc le premier ballon d'or à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. On verra quelle célébration organisera le club de la capitale. Un top 10 inédit dans cette édition 2021. On retrouve 3 Français. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, échoue au pied du podium, 4e. N'Golo Kanté, 5e. Et puis Kylian Mbappé, lui, termine à la 9e place. L'attaquant parisien présent dans le top 10 ces 3 dernières éditions. Seuls Messi et Ronaldo, 6e ce soir, en ont fait autant. Alors Messi a été sacré chez les hommes. Alexia Putellas succède, elle, à l'américaine Megan Rapinoe chez les femmes. L'internationale espagnole de 27 ans qui a tout remporté avec le Barça cette année, la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Ça n'a pas été la seule récompense décrochée par le Barça ce soir, puisque Pedri a reçu le prix Copa qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans, le joyau du club catalan autour duquel le Barça veut se reconstruire. On va maintenant faire un point sur ce que l'on sait du nouveau variant qui inquiète le monde, le variant Omicron. Les ministres de la Santé du G7 se sont réunis en urgence à Londres ce lundi. Le communiqué final de cette réunion appelle à une action urgente face à ce virus hautement transmissible. Ils ont reconnu qu'il fallait assurer l'accès aux vaccins en continuant à assurer leurs engagements en matière de dons et en fournissant une assistance opérationnelle. L'OMS plaide pour une diffusion la plus large possible des vaccins au niveau mondial pour empêcher l'émergence de nouveaux variants et mettre ainsi un terme à la pandémie. Plusieurs pays se barricadent face au risque de contagion, mais pas les États-Unis pour l'instant. Le président Biden a estimé qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. Le résumé de ce discours de Joe Biden avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Tôt ou tard, ce nouveau variant frappera les États-Unis, déclare Joe Biden. Omicron est dans le collimateur des meilleurs scientifiques du monde, à commencer par les scientifiques américains, qu'ils appartiennent à l'administration fédérale ou au laboratoire privé, a martelé encore une fois le président, avant de rappeler une somme de mesures préventives pour faire face à ce nouveau développement du Covid-19. Même si une majorité d'Américains est vaccinée aujourd'hui, le score affiché par l'Amérique reste faible en comparaison des scores européens.
européens, par exemple. Un bilan en demi-teinte, donc, sur ce sujet pour le président Biden, qui, désormais, appelle les citoyens vaccinés avant le 1er juin dernier à se présenter dans l'un des 18 000 centres de vaccination pour se voir injecter une 3e dose, la dose booster, comme elle est appelée ici. Autre point, Joe Biden, qui a ces derniers jours ordonné une accélération dans la vaccination des enfants, considère que l'une des priorités des grandes nations de la planète est bien de favoriser l'accès des pays pauvres à la vaccination. Sans cela, martèle le président, il sera impossible de voir disparaître les effets de la pandémie à l'échelle planétaire. Enfin, en confirmant les propos du docteur Fauci, qui a annoncé quelques heures avant la prise de parole de Joe Biden qu'il faudrait 2 à 3 semaines pour mesurer la portée réelle de ce nouveau variant, Joe Biden considère que la fermeture des frontières américaines n'est pour le moment pas au goût du jour et qu'il ne pratiquera qu'un travel ban ciblé en fonction du taux de contamination des pays concernés. Le docteur Fauci, qui dirige toujours la Task Force Covid à la Maison-Blanche, a complété le propos de Joe Biden en révélant que les tests PCR, communément utilisés dans les grandes démocraties occidentales, détectent le nouveau variant Omicron, un test PCR obligatoire pour voyager entre l'Europe et les États-Unis, par exemple, et qui justifie donc, lui aussi, le maintien des frontières ouvertes. Et à propos des dernières restrictions de circulation liées au variant Omicron, le Maroc interdit dès ce soir et pour 2 semaines toutes les arrivées de vols directs de l'étranger. Depuis ce dimanche soir, les vols à destination et en provenance de France étaient déjà suspendus. L'Australie, elle, décide de repousser d'au moins 2 semaines la réouverture de ses frontières. Elle devait s'ouvrir ce mercredi aux étudiants et aux travailleurs qualifiés étrangers. Enfin, dès ce mardi, le Japon va interdire toutes les entrées de ressortissants étrangers sur son sol. Si les ministres du G7 ont répété que ce variant était hautement contagieux, on ne sait en réalité que peu de choses pour l'instant sur son fonctionnement. Aucun décès ne lui est attribué pour l'instant, mais on ne sait pas s'il est plus dangereux que ses prédécesseurs, ni s'il résiste au vaccin. Olivier Fessol et Florent Rodeau vous résument l'état de nos connaissances sur Omicron. Il n'est connu que depuis 4 jours à peine, mais il terrifie déjà le monde entier. Le nouveau variant du Covid-19 Omicron représente un risque très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé, mais son directeur a tenu à rappeler que les études scientifiques sur le sujet ne sont qu'à leur début. Nous ne savons pas encore si le variant Omicron se transmet plus ou s'il cause des formes plus graves de la maladie, ni s'il y a un risque qu'il résiste au vaccin. Les scientifiques de l'OMS et du monde entier travaillent urgemment pour répondre à ces questions. Malgré les recommandations de l'OMS, l'Afrique du Sud où a été découvert le nouveau variant est désormais coupée du reste du monde. La nation arc-en-ciel se dit punie pour l'avoir détecté en premier. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Seuls 23,8% des Sud-Africains sont complètement vaccinés, beaucoup plus que dans le reste de l'Afrique, mais bien moins que la moyenne mondiale. Le variant, qui représente près des 3/4 des cas détectés dans le pays, a déjà traversé les frontières. Quasiment tous les continents sont touchés. Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, aucun décès ne lui a été attribué. Résiste-t-il au vaccin? Impossible de le savoir pour l'instant. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Pour le secteur du tourisme, qui espérait avoir traversé le plus dur de la crise, l'arrivée de ce variant est une très mauvaise nouvelle. L'Organisation mondiale du tourisme tient en ce moment son assemblée générale et elle estime à 2000 milliards de dollars les pertes du secteur en 2021 en raison de la pandémie. Cécile Galluccio. Ils se sont fait rares pendant ces 2 dernières années et à court terme, les touristes devraient encore être aux abonnés absents. La faute, évidemment, à la pandémie et aux restrictions qu'elle engendre. Résultat, le secteur touristique mondial devrait encore perdre 2000 milliards de dollars en 2021, une estimation similaire aux pertes de 2020.
La meilleure année dans l'industrie du tourisme en termes de visiteurs et de revenus était 2019 et la pire était 2020. Il n'y a pas de doute, c'est clair, c'est la crise historique de l'industrie du tourisme. L'année 2021 a connu des hauts et des bas. Au premier semestre, l'industrie du tourisme était encore au plus mal. Elle est repartie à la hausse en juillet, jusqu'en septembre. À travers le monde, il y a eu 76% de touristes en moins qu'en 2019, moins 65% aux États-Unis, moins 69% en Europe, moins 95% en Asie-Pacifique. Pour autant, l'Organisation mondiale du tourisme se veut optimiste pour 2022. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on en connaît plus sur le virus. Il y a plus de préparation concernant le volet sanitaire dans de nombreux pays. La vaccination est là, donc il y a beaucoup de nouvelles opportunités et de solutions numériques pour contrôler le flux de touristes. Mais si l'on a bien appris une chose avec cette pandémie, c'est de ne pas crier victoire trop vite. Le nouveau variant sud-africain pourrait compliquer un peu plus la reprise fragile du secteur. 10 militaires supplémentaires du GIGN et un escadron de 70 gendarmes mobiles seront déployés dès ce mardi en Guadeloupe. Le couvre-feu sur l'île a été prolongé jusqu'à jeudi matin. Sécurité renforcée alors que le ministre des Outre-mer est arrivé sur place ce lundi pour tenter des négociations. Mais sa première rencontre avec l'intersyndicale n'a duré que quelques minutes. Le reportage de Diane Schlinger et Stéphane Guillemot de France 2. Ici, un peu partout sur l'île et même sur les routes de campagne, des barrages sont reconstruits ce matin. Dès qu'il y a un soignant, on retire les pneus, après ça on remet, pas de passage. Parce que le ministre a décidé d'être radical, nous aussi nous devons être radical aussi. Ces manifestants n'ont qu'un objectif, prouver leur détermination, leur capacité à bloquer la Guadeloupe pour peser sur les négociations en cours. Ça nous a mis en colère, mais bon, on ne va pas démordre. C'est-à-dire on ne va pas se laisser aller, on ne va pas se laisser abattre, on est sous le piquet de grève. Car au même moment, le bras de fer est engagé devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Nous pas assiser et nous gagnons 10 messieurs ça. Attendez comment. Avec près d'une heure de retard, 4 représentants syndicaux finissent par entrer dans le bâtiment. Ce qu'ils crient, allez leur dire qu'on en a marre de parler. L'entrevue dure 10 minutes à peine, le temps d'un dialogue de sourds. On a déposé à nouveau notre plateforme de revendication avec les points prioritaires qui sont effectivement l'arrêt des suspensions des salariés. Si réellement, il y a une intention de négocier, nous sommes là et nous attendons. À l'intérieur, Sébastien Lecornu surveille la situation d'une fenêtre. Devant notre caméra, il se montre inflexible. Des gens qui veulent pas condamner des violences, des tentatives d'assassinat contre des policiers et des gendarmes et qui estiment que c'est l'État qui est à la source de ces violences, par définition, ça n'aide pas à avoir une conversation qui soit claire. Cela fait maintenant plus de 4 heures que la situation est dans l'impasse ici. Chacun campe sur ses positions et refuse la moindre concession. La suite du programme de Sébastien Lecornu aux Petites Antilles est pour l'instant très incertaine. Le convoi militaire français au Sahel est arrivé à Gao, au Mali, ce dimanche soir, mais il a été à nouveau bloqué ce samedi par des manifestants dans l'ouest du Niger, à Terra. Selon le gouvernement nigérien, 2 personnes, des civils, auraient été tuées dans ces violences. Ce que l'on sait de la situation avec Laurent Bretéchet. Dans la nuit de vendredi à samedi, un convoi militaire français est bloqué par des centaines de manifestants à Terra, dans l'ouest du Niger. Opposés à la présence française dans la région, ces derniers tentent d'empêcher l'avancée des camions, malgré les sommations de l'armée. Si ne s'écarte pas, on va devoir utiliser la force. Après une courte accalmie, les tensions reprennent dans l'après-midi et le face-à-face devient de plus en plus violent. Certains manifestants lancent des pierres en direction du convoi, d'autres tentent même de s'emparer des camions. Alors que la situation menace de dégénérer, les militaires français ripostent à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Mais ils affirment ne pas avoir visé de civils. On a fait face à une situation qui était vraiment inattendue. On parle de manifestation au début. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait face à des scènes de guérilla urbaine. Il n'y a pas eu d'utilisation d'armes contre la foule. Les affrontements ont fait au moins 3 morts et une dizaine de blessés. Malgré les démentis de l'armée, de nombreux habitants accusent les forces françaises
d'en être responsable. On a vu un avion survoler le village et c'est à ce moment que les tirs ont commencé. Tout le monde dit que ce sont les Français qui ont tiré. Ce nouvel incident survient alors que la présence militaire française au Sahel est de plus en plus critiquée, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Les négociations sur le nucléaire iranien ont repris ce lundi, première rencontre depuis 5 mois entre les délégations de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie. Optimistes, ces délégations, à l'issue de leur entrevue. La délégation américaine, elle n'était pas présente, les représentants iraniens refusant toute négociation directe avec elle. Ghislaine Maxwell n'est pas Jeffrey Epstein. C'est par ces mots que l'avocat de l'accusé a résumé sa défense à l'ouverture de son procès ce lundi à New York. Ghislaine Maxwell est accusée d'avoir recruté des jeunes filles mineures pour celui qui était alors son compagnon. Elle risque la prison à perpétuité. Fanny Chauvin suit ce procès pour France 24. Elle nous résumait l'ouverture des débats il y a quelques instants. J'ai assisté à cette session d'ouverture. Les deux parties se sont déjà exprimées devant la juge sur le rôle de Ghislaine Maxwell dans le viol de 4 jeunes filles par Jeffrey Epstein dans les années 90. Pour les parties civiles, il est clair, Ghislaine Maxwell savait ce qu'elle faisait. C'est une manipulatrice, le cerveau d'un stratagème bien rodé. Elle ciblait et rabattait des jeunes filles avant de les livrer aux prédateurs sexuels. Une avocate a rappelé le cas d'une victime de 14 ans que Ghislaine Maxwell a repéré sur un parking avant de l'emmener chez le milliardaire américain. Ghislaine Maxwell aurait même ensuite assisté en personne à l'agression sexuelle. Du côté de la défense, c'est Ghislaine Maxwell la victime. Elle serait le bouc émissaire dans un procès où le présumé coupable est absent. Jeffrey Epstein s'est donné la mort dans sa cellule de prison en 2019. Pendant ce premier jour de procès, Ghislaine Maxwell est apparue en blanc, couleur de l'innocence. Elle va plaider non coupable. La question demeure si elle s'exprimera ou non pendant ces 6 semaines de procès. Après 1 an de manifestations et la volte-face du Premier ministre Narendra Modi, le Parlement indien a finalement abrogé la très contestée réforme agraire. Olivier Fessol. Depuis 1 an, ils campaient aux portes de la capitale, mais aujourd'hui, ces agriculteurs indiens célèbrent leur victoire. Ce lundi, la réforme qui les avait poussés à descendre dans la rue a été abrogée par le Parlement. Ceux qui sont pour, dites oui. Ceux qui sont contre, dites non. Je pense que le vote est en faveur de ceux qui sont pour. Ces 3 lois votées en septembre 2020 visaient à libéraliser le secteur agricole, un marché jusque-là très contrôlé par l'État qui assurait un prix minimal aux producteurs, de riz et de blé notamment. Beaucoup de fermiers indiens craignaient que cette réforme ne les rende plus vulnérables face aux grandes entreprises. Maintenant qu'elle est enterrée, le mouvement qui a soulevé les campagnes demande plus. Les syndicats veulent par exemple que les prix régulés concernent plus de cultures. Ils exigent également que les familles des paysans morts lors des manifestations soient indemnisées. Ce jour est un symbole pour le martyre de tous les hommes qui ont perdu la vie dans la rue pendant la mobilisation. C'est aussi le succès du travail acharné de ces personnes âgées, de ces enfants et de ces femmes qui sont restés sur les routes par des températures de 2 degrés ou de 45 degrés. Après avoir défendu cette réforme agraire, le Premier ministre Narendra Modi avait promis de l'abroger le 19 novembre. Une décision très politique. L'année prochaine, des élections ont lieu dans les États clés d'Uttar Pradesh et du Punjab, 2 régions très agricoles.